Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en cette fin de mois de mars. Nous sommes toujours dans la off-season 2024. On a commencé la saison 2024 officiellement mercredi dernier. On continue à dérouler cette saison avec un podcast qui va être sur l'actualité de tout ce qui s'est passé dans la semaine précédente. C'est d'ailleurs ce qu'on fera en règle générale pendant cette off-season, revenir sur des thèmes qui ont marqué l'actualité dans la semaine à venir. Aujourd'hui, on aura du Aaron Donald, on parlera des Chargers aussi, on parlera de Chase Young pour s'il y a des fans des Saints, un ou deux qui se cachent dans le public de ce podcast. Ça fera toujours 2 de plus que pour les Colts. C'est déjà ça de prix. Bref, il y aura un peu de tout dont on va parler dans ce podcast. Et pour m'accompagner, j'ai mon équipe du mercredi, mon équipe de fidèles, mes 2 autres mousquetaires, devrais-je dire. Mon Seb, comment ça va mon Seb ? Bonjour Flav, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes ceux. Écoute, ça va très très bien. En effet, deuxième podcast sur cette off-season, après un début de free agency qui a été torride, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça s'est calmé un petit peu, mais il y a encore 2-3 choses à dire et pas des moins intéressantes. Oui, alors ça s'est calmé, on va pas trop s'en plaindre, notamment pour ceux qui sont chargés de rédiger les articles, parce que bon, on a pu réparer pendant ces 2-3 derniers jours nos doigts, qui étaient tous endoloris. Ça va mieux, donc c'est déjà ça a déjà pris. On a récupéré un semblant, je dis bien un semblant de vie de famille également, ce qui est déjà une bonne chose aussi. Mais ça se calme. Alors j'ai envie de dire ça se calme. Mais en même temps, les signatures qui sont annoncées sont plutôt des gros morceaux. Enfin, on y reviendra avec Justin Fields et tout à l'heure dans le podcast, mais c'est vrai qu'on en a peu, mais c'est qualitatif. Tu vois, c'est déjà ça. Troisième larron, et non pas lardon, troisième larron de cette foire, mon cher Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va ? Bonsoir Flav, bonsoir Seb, bonsoir à tous les free agents qui ne le sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints. Ça va bien, comme tu as dit, il y a eu des mouvements, encore quelques mouvements. Tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied parce que j'allais dire justement que les signatures ont été plutôt des grosses signatures après une frénésie de quantité. Ça a été un peu plus tombé sur la qualité. Mais voilà, au final, on va développer tout ça et on va se rendre compte qu'il y a encore des franchises qui ont surpris pendant cette free agency. Alors, on va parler bien évidemment des mouvements, mais avant ça, on va parler de 2 retraités, 2 jeunes retraités de cette NFL, en commençant par celui qui a probablement le plus touché dans cette semaine. C'est Aaron Donald, le joueur défensif des Rams de Los Angeles, 32 ans, qui a décidé de quitter la NFL. Alors, c'était un petit peu dans les papiers depuis déjà 1 ou 2 saisons. Il avait déjà dit qu'il était assez épuisé par le rythme de la NFL. Il a décidé de partir. Après Jason Kelce, mon cher Seb, c'est quand même un grand nom de la NFL qui nous quitte encore. C'est un sacré nom qui nous quitte encore le 13e pick de la draft de 2014. Il aura fait toute sa carrière avec les Rams, et quelle carrière, 3 fois Defensive Player of the Year en 4 ans, 2017, 2018, 2020. Les seuls qui puissent lui tenir la barbichette sur ce palmarès-là, c'est J.J. Watt et Lawrence Taylor. Excusez du peu. Il est le 2e meilleur sacker all-time pour un defensive tackle. Devant lui, c'est John Randle. C'est le recordman de sacs pour les Rams de Los Angeles. Effectivement, sa retraite, c'est pas tout à fait une surprise. Même pour être honnête, on en parle depuis la victoire des Rams au Super Bowl lors de la saison 2021. Il avait confié à Sean McVay sa très grande fatigue dès la fin de la saison écoulée. C'était un joueur d'une très grande constance. C'était encore 8 sacs en 2023. Il va laisser un trou béant non seulement dans la défense des Rams, mais aussi dans la communauté, puisqu'il était très actif avec sa fondation AD99 Solutions, qui vient toujours en aide aux jeunes défavorisés de la Los Angeles area. Alors, tu as donné quelques stats d'Aaron Donald. Je vais en rappeler quelques autres. 154 matchs de saison régulière en NFL, 111 sacs, dont une saison à 20,5 sacs, c'était en 2018. Ces derniers temps,
On avait eu cette saison 2022 où il n'avait joué que 11 matchs, puisqu'il avait eu une blessure. Mais sur 2022 et 2023, en cumulé, c'est 13 sacs en saison régulière. Bertrand, est-ce que finalement, c'était pas le bon moment pour Aaron Donald pour arrêter avant de faire la saison de trop? Est-ce que c'était la bonne saison pour arrêter? En soi, c'est difficile à dire parce que je pense que le bonhomme avait encore du jus pour terroriser des Kyler Murray qui se sont réjouis de son arrêt très Humoristiquement, il s'est réjoui. C'était un peu genre Bip Bip le coyote où Bip Bip à un moment donné n'en pouvait plus de se faire matraquer par le coyote. Hein. C'est vrai que ça doit être c'est quand même une bonne nouvelle pour les quarterbacks de la NFC West. Quand il y en a plein qui ont dû faire un poussin ouf de soulagement. Brock Purdy doit être content aussi, Geno Smith plutôt aussi. Tu vois, il y a des gens qui doivent être contents. Il y a cette image. On se souvient de Geno Smith qui dit oh là là, ça arrive vite cette histoire. Oh my god, qui lâche, qu'on entend clairement lancer un oh my god quand il y a Aaron Donald qui arrive droit sur lui plein capot. Disons que t'as peur de prendre un train SNCF, tu vois, à pleine vitesse à 300 km/h sur le coin du nez. En même temps, tu finis en petits morceaux façon puzzle à tout travers Los Angeles. Donc, vaut mieux éviter, en règle générale, le bonhomme. Donc, comme tu l'as dit, voilà, il va nous manquer. On peut rajouter aussi qu'il était instigateur sur ces 10 saisons de 340 plaquages seuls, qu'il en avait fait, on va dire, assister, comme on dit, à 203. Ça veut dire avec d'autres, qu'il a été 8 fois Pro Bowler. Voilà, n'en jetons plus. Il a gagné le Super Bowl. Ça fait partie des joueurs qui rentrent dans la légende et qui, en soi, nous fait dire aussi que ça sera dur, comme de grands joueurs, de retrouver un tel phénomène physique aussi, parce que faut voir aussi la masse monstrueuse que c'est. C'est un cube sur la partie haute du corps qui va très très vite. En plus, donc ça fait un peu peur pour les quarterbacks qu'il avait en face de lui. Et puis, c'est ça, c'est que ça va faire un grand manque du fait de ce joueur unique qu'il était. Alors, je rebondis sur ce que disait Bertrand en disant que ça va faire un grand manque. Ça va faire un grand manque aussi et surtout pour les Rams de Los Angeles, qui ont quand même... Alors, on rappelle qu'avant le début de la saison 2023, parce qu'ils ont terminé leur course en play-off contre les Lions de Détroit, mais avant la saison 2023, on leur prédisait pas forcément l'avenir le plus radieux de toute la ligue. Faut bien le rappeler. Et on disait que l'une des seules forces de cette équipe, c'était le côté défensif avec Aaron Donald. Il n'y est plus là. Comment on va pouvoir faire pour le remplacer du côté des Rams, Seb? Parce qu'il va bien falloir le remplacer quand même. Compliqué. Alors, on pourrait dire que la saison dernière, on avait également Byron Young qui était à 8 sacs, Kobe Turner à 9, donc Aaron Donald à 8, mais sans vouloir jeter l'opprobre sur les performances de Young et Turner. C'est pas mon propos, là ce que je fais c'est vraiment une supposition, c'est de la prospective. Est-ce que cette performance, ils ne l'ont pas réussi parce qu'il y avait Aaron Donald qui avait, il faut aussi le rappeler, la capacité à beaucoup occuper une ligne offensive, pour dire le moins. C'est de toute façon pas le type de joueur que l'on remplace facilement, Aaron Donald. Que ce soit au poste par poste ou dans le volume de jeu ou même ce qu'il apporte à un effectif, tant il était également un leader de cette défense. Il va falloir que les Rams vivent sans, plus exactement. Il va peut-être falloir en défense s'appuyer sur autre chose que ce pass rush, parce que peut-être qu'il ne sera plus là. Il va peut-être falloir jouer autrement. Oui, Bertrand. Oui, justement, je trouve que les Rams se sont attelés à viser autre chose. Je pense que Sean McVay saura rebondir malgré ce départ qui est énorme, parce que quand tu attires les doublettes de lignes offensives entre guillemets de ton côté parce que tu es une menace permanente, effectivement ça laisse des portes ouvertes à d'autres joueurs. Mais quand on voit qu'ils ont été chercher Cameron Curl comme safety, Darius Williams comme cornerback, globalement, est-ce qu'ils vont pas cibler, en tout cas se réorienter sur un jeu plus défensif dans la profondeur à l'arrière, dans le backfield défensif, et puis compenser un peu ce manque qui va arriver.
Mais en tout cas, de toute façon, il va falloir que tout le monde se retrousse les manches parce que de toute manière, compenser un départ comme celui d'Aaron Donald, c'est très compliqué. On peut penser quand même que Aaron Donald, j'en sais rien, hein, c'est de la pure supposition, mais on peut penser quand même qu'Aaron Donald en avait parlé avant le début de la free agency à Sean McVay, je suppose, et aux dirigeants des Rams qu'il comptait. Nous, on l'a su dans la semaine, mais je pense que ça a été décidé bien avant quand même, non, cette mise en retraite. Donc, les recrutements qui ont été faits ou les coupes qui ont pu être faites, etc., je pense, ont déjà pris en compte du côté des Rams cette future absence d'Aaron Donald. Enfin, j'ose l'espérer qu'il n'a pas décidé ça du jour au lendemain, mais d'après les infos qu'on a, visiblement, c'était plus ou moins concerté quand même. Hein. Oui, puis j'en doute parce que quand ça a été annoncé, voilà, certes c'est un événement, la retraite d'Aaron Donald, mais ça n'a pas été annoncé comme une retraite surprise, soudaine, et qui semblait sortir de nulle part. C'était un peu l'évolution naturelle de ce qui se pressentait depuis déjà 2-3 saisons, 2 saisons. Alors, on a une autre retraite. Cette fois, on rajeunit encore. C'est un petit jeune de 28 ans, vous imaginez. 28 ans à la retraite. Non, mais là, ça plairait pas à certains gouvernements. On a donc Leighton Van Der Esch, notre ami des Cowboys de Dallas, qui a donc annoncé sa retraite, lui, pour des raisons de santé. Il n'avait joué que 5 matchs lors de cette saison 2023. C'est une retraite surprenante, Bertrand? Ben, pour moi, oui et non. En soi, le bonhomme a quand même été habitué à différentes blessures, plus ou moins graves. Moi, je me souviens pas de réelles saisons où je me suis dit, tiens, il a toujours été là. En soi, il a toujours fait des performances, hein, là n'est pas la question, mais je l'ai rarement vu dominant en disant, tiens, Leighton Van Der Esch a fait le match, a sorti le match clé qui a pu faire la décision pour la défense et même la décision du match avec les squads défensifs. Donc non, à un moment donné, on est dans une NFL qui a beaucoup changé dans l'esprit aussi des joueurs. On se rend compte qu'ils parlent plus facilement d'arrêter au bout d'un certain temps. Est-ce qu'ils gèrent mieux aussi tout l'argent qui peut arriver, parce que bon, on rappelle que c'est quand même de l'argent qui fait vivre toute une famille, puisque c'est souvent pour sortir certains joueurs ou certaines familles de la misère aussi, malgré tout, à un moment donné. Et donc, est-ce que tout ça est mieux géré, qu'ils peuvent se permettre, à partir de un certain nombre d'années, de passer à autre chose plus facilement? Voilà, ils mettent moins en péril leur santé. Je pense que lui, il était à un moment donné, trop fragile. Il a peut-être vu que ça allait mal tourner et que peut-être même la baisse de production allait plutôt être nuisible à son état d'esprit global. Bon, voilà, il a 6 saisons, il est pareil, à 296 plaquages seul, 3 sacs et demi, un fumble recouvert et 3 interceptions. Il a été une fois Pro Bowler. Le bonhomme en soi, il a eu une bonne carrière. Maintenant, il va passer à autre chose. Et un touchdown cette année de Leighton Van Der Esch, parce qu'il n'en avait pas mis dans sa carrière. Cette saison, il a mis son premier touchdown. Ça se trouve, c'est ça. Il s'est dit, maintenant j'ai mis un touchdown, bon, c'est bon. J'ai rempli ma carrière. C'est bon, j'ai fait l'objectif. C'est le Super Bowl. Il savait qu'avec les Cowboys, ça allait être compliqué. Donc, bon, il a pris. Ça, c'était une petite balle perdue pour les Cowboys. J'ai rien contre les Cowboys. Je rigole. C'est bon. On se détend, tout va bien. Mais c'est vrai je crois que c'était contre les Patriots qu'il avait mis un fumble recouvert qui avait été jusqu'au touchdown juste après. Seb, Leighton Van Der Esch, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est quand même, on a quand même un avant trentenaire, un joueur de 28 ans qui prend la retraite. Ça pose question quand même de la durée d'un joueur en NFL. En effet, ça pose question sur la durée de vie, l'échelle d'un joueur. Alors, il faut savoir aussi que Leighton Van Der Esch, du coup, il y a aussi une sorte de... Il y a quand même un goût d'inachevé, malheureusement pour lui. C'était tout de même le 19e pick de la draft de 2018. Un profil un petit peu atypique, parce qu'il n'a commencé le football à 11 qu'au college. Quand il a commencé à jouer à l'université, auparavant, il avait toujours joué dans des petites équipes au foot à 8. Mais ses problèmes de santé, ils ont commencé dès le collège. Il s'était blessé au cou dès sa 2e année à Boise State. Il avait eu une très bonne saison rookie, si ma mémoire est bonne. Il s'est blessé
encore lors de sa 2e saison pro, à nouveau au cou, ça a requis une chirurgie. Puis la saison suivante, il s'est blessé à l'omoplate. En 2021, il loupe 10 matchs à cause de cette blessure à l'omoplate. Et puis, il y a aussi l'arrivée de Micah Parsons, qui, du coup, lui a pris pas mal de temps de jeu. Il avait été relâché par Dallas le 15 mars. Il avait échoué à un examen physique. Je pense qu'il prend la meilleure décision possible pour lui et pour sa santé. Ce sport est dur, ce sport est violent. Il l'est de plus en plus. Et pour Aaron Donald, qui va avoir une carrière relativement longue, 10 saisons, c'est quand même une sacrée carrière, il va y avoir plein de joueurs moins connus qui vont devoir s'arrêter après une poignée de saisons et à cause de blessures graves et parce que leur corps ne suit plus. Ce que je lui souhaite vraiment, c'est qu'il arrive à vivre le mieux possible le reste de sa vie, que je lui souhaite très longue, avec ces différents traumatismes et qu'il pourra en guérir ou du moins vivre le mieux possible avec. Alors, on a quand même 2 joueurs, que ce soit Leighton Van Der Esch ou notre ami Aaron Donald, qui ont tous les deux joué dans une seule franchise, qui est quand même de plus en plus rare dans le monde de la NFL, où généralement c'est des contrats de 2, 3, 4 ans, et il y a un changement assez rapide. Et ben eux, ils ont joué dans une seule franchise. Alors, ce ne sera pas le cas des joueurs dont on va parler juste maintenant, puisque les Chargers de Los Angeles ont décidé de lancer une opération ménage de printemps, ce qui est très bien en ce premier jour du printemps, justement. Ils ont décidé de dégraisser. Alors, on savait qu'il y avait des problèmes de masse salariale au niveau des Chargers de Los Angeles. Il y avait eu, ça avait parlé d'éventuellement des restructurations de contrats pour Khalil Mack, pour Bosa, pour Keenan Allen, pour Mike Williams. Il a fallu faire des choix. Ils en ont fait. Mike Williams est parti. Keenan Allen est parti. Keenan Allen du côté des Bears de Chicago. Je dis pas de bêtises, vous m'arrêtez si je dis une ânerie. Keenan Allen a été échangé chez les Bears. Mike Williams a été coupé et a été signé ce mardi chez les Jets de New York. Est-ce que, Bertrand, c'est le bon choix de s'être séparé de ces 2 joueurs-là? Le bon choix. C'est un choix, déjà. C'est un choix et en soi, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs angles à tout ça. Premier angle, c'est effectivement, on pourrait dire que c'est un bon choix parce que les joueurs commençaient, attention, on dit à prendre de l'âge, mais c'est-à-dire qu'en soi, à un moment donné, alors que nous, on est tous jeunes. Nous, on est tous jeunes dans ce podcast. Surtout dans la tête. Par rapport à ces postes-là de receveurs, malheureusement, avec tout le talent qu'on peut avoir, inévitablement, les affres du temps nous les rattrapent assez facilement. Maintenant, Keenan Allen, il était toujours aussi performant. Il avait quand même des saisons assez impressionnantes. Et Mike Williams, malheureusement, sa propension aux blessures a aussi un peu, on va dire, écourté certaines saisons. Donc ça, c'est un premier point. Après, de toute façon, malheureusement, comme tu l'as dit, c'est les chiffres qui ont parlé et la masse salariale. Et je dirais que au sortir comment on appelle ça, du coaching qu'ils ont eu avec, rappelez-moi, l'ancien coach, c'était Slater. Brandon Staley. Excuse-moi, Brandon Staley. Évidemment, ça laisse aussi des traces. Les années passent et puis surtout, certains joueurs, malgré tout, se disent aller chercher un titre ou autre, c'est assez compliqué. Donc voilà, ces trades se sont faits. Ces joueurs-là vont peut-être pas, dans les équipes où ils se trouvent à l'heure actuelle, ne viendront peut-être pas chercher tout de suite le Super Bowl. Ça, il faut pas se mentir. Mais au final, c'est avec le changement de coach, avec le renouveau que cette équipe veut avoir, et puis ça va peut-être donner un nouveau souffle. Et puis de toute façon, c'est peut-être nécessaire pour que les Chargers et Justin Herbert se redonnent un nouvel élan à l'orée cette saison 2024. Imagine 2 secondes. Un Super Bowl Bears-Jets l'an prochain. Voilà. C'était pour vous laisser 5 secondes réfléchir sur la possibilité. Maintenant que tout le monde a déprimé, on peut continuer. Jets, ça commence à causer quand même, légèrement. Les Bears aussi,
ils ont une équipe qui est... Bon, après, il va falloir voir si ça clique au poste de quarterback, parce que, Oui, comme nous après, en parlerons tout à l'heure, pour l'instant, ils en ont quasi pas. si le quarterback principal arrive à faire plus de 4 snaps au début de saison. Ça, Voilà, oui, aussi pour les Jets, ça pourrait aider. Il y a quand même quelque chose qui m'interpelle un peu, mon cher Seb. Tu sais de jamais être interpellé. Ouais. On a Très quand même... interpellation, Oui, je suis très interpellation. J'aurais dû travailler dans la police. On a quand même quelque chose qui est particulier, c'est qu'ils se séparent. On l'a dit, hein, c'est en balance, en gros, entre Mike Williams, Keenan Allen, Joey Bosa et Khalil Mack. Ils se séparent des 2 joueurs offensifs, alors même que ce qui a plutôt bien marché la saison dernière chez les Chargers, oserais-je dire la seule chose qui a bien marché, c'était l'attaque. Est-ce que toi, tu vois, est-ce que c'est pas finalement repartir à zéro en attaque, alors qu'on savait que ça marchait plutôt bien, et conserver une défense qui n'a pas toujours été optimale? Nouveau head coach, et pas des moindres, hein, rappelons-le, aux Chargers, puisque Big Jim arrive, Harbaugh. Est-ce qu'avec lui arrive un changement de paradigme? On peut légitimement se poser la question quand on voit l'énorme coup de balai qui a été fait dans l'effectif. Alors, certes, comme le rappelait Bertrand, dicté par le salary cap, il faut rappeler que mercredi dernier, c'est-à-dire mercredi 13 mars, nos braves amis des Chargers, je crois qu'ils étaient à 28 millions au-dessus du cap. À 18h, ils étaient à 28 millions au-dessus du cap et ils devaient, avant 21h, passer en dessous de la barre du cap. Donc à un moment, il y a un comptable qui a dû se dire, les mecs... Et lui, il s'est compté. Ce comptable-là, il s'est compté. C'est pas comme celui de San Francisco. Voilà, contrairement à celui des 49ers, il s'est compté. Je pense surtout qu'il savait ce qui les attendait s'ils n'y étaient pas à 21h. Donc d'où cette espèce de nettoyage par le vide, la restructuration soudaine des contrats également de Khalil Mack et de Joey Bosa, hein, qui ont joué leur rôle dans cette affaire. Mais effectivement, est-ce qu'on n'assiste pas à un vrai changement de paradigme aux Chargers? Est-ce que Los Angeles, ses soleils et ses palmiers, ça va pas se transformer en une équipe de col bleu qui va au charbon et qui tape sur les adversaires week-end après week-end? C'est un petit peu tôt pour le dire à mon humble avis, d'autant que Mike Williams, on a quelque chose d'un petit peu particulier. Il semblerait que les Chargers aimeraient beaucoup le réintégrer, mais dans le même temps, il veut tester le marché. Donc, sur le départ de Mike Williams, il a plus que testé le marché d'ailleurs. Ah bah, ouais. Puisqu'il est au Jet. Donc, il a testé le marché, il a pris un Jet. Voilà, il a pris un Jet. Bon, alors, est-ce qu'ils vont s'en mordre les doigts ou pas de l'avoir joué comme ça? Mais une fois de plus, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, vu la situation dans laquelle ils étaient. Ils sont séparés de gros contrats, ils avaient besoin de se donner de l'air. Alors, est-ce qu'on s'est séparé de ces joueurs pour un changement de paradigme, ou est-ce que c'est le fait de se séparer de ces joueurs qui va entraîner un changement de paradigme à Los Angeles? Moi, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas Madame Irma, j'ai pas dîné avec Jim Harbaugh depuis un certain temps, hein. Il me snob depuis qu'il a quitté les 49ers. Ça, il répond plus. Ah, il répond plus au texto, ça fait des années. On l'a invité à une soirée et il vient plus aux soirées. Il vient plus aux soirées. Il vient plus aux soirées. Mais il va être intéressant de voir quelle direction veut prendre cette franchise de Los Angeles. Et puis, après tout, ça a marché pour d'autres. Hein. Ça a marché pour les Cowboys ou les Patriots en leur temps, certes maintenant reculé, mais tout cramer et repartir sur des basses scènes, comme dirait Léo Dagan, c'est une méthode qui peut marcher, hein, aussi. Il y a de la référence. Hein, là, attention, il y a de la rêve de haut niveau. Hein. C'est une émission de la référence. Je vous le dis tout de suite, on est au bord de France Culture. Je le dis maintenant. Il y a peut-être aussi quelque chose, c'est peut-être qu'ils ont vu dans la draft à venir des receveurs qui leur plaisaient et qui se sont dit, vaut mieux se séparer d'un receveur, ou là, en l'occurrence de 2, mais d'après ce qui a fuité, pour Keenan Allen, il y avait eu un contrat qui lui avait été proposé
évidemment une restructuration, donc un contrat moins élevé. C'est lui qui l'a refusé et donc il a été échangé chez les Bears de Chicago. Donc peut-être aussi qu'ils avaient prévu de se séparer de Mike Williams et qu'ils se sont dit bon bah il y a je sais pas n'importe qui, hein, ils ont quand même un choix particulièrement intéressant à la draft. Ils sont 5e si je dis pas de bêtises, 5e choix. T'auras possiblement un Malik Nabers, possiblement un Marvin Harrison, parce que il n'est pas sûr que les Cardinals restent en choix 4. Ils se murmurent beaucoup que les Vikings pourraient essayer de leur prendre leur choix 4 avec leurs 2 choix de premier tour qu'ont les Vikings. Donc voilà, ça peut aussi jouer, et il n'est pas impossible que ce soit les premiers à choisir un receveur, et donc qu'ils aient peut-être quelqu'un qui leur a tapé dans l'œil, si j'ose dire, non? Mais, moi, en soi, je pense que là, avec Jim Harbaugh, il y a déjà, comment je vais dire, un coaching déjà bien établi, un coach qui a réussi avec les 49ers, qui est très, comment on appelle ça, craint aussi sur la scène NFL. Malgré tout, après ces années justement en tant que coach principal, ces années même à Michigan et sa réussite. Donc, et puis bon, il y a quand même un passif familial de Harbaugh de réussite, hein, quand on voit John avec les Ravens. Donc, je pense que ils ont peut-être pensé de cette manière-là ou géré de cette manière-là en se disant, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à faire tourner cette défense. Bah, nous, John Harbaugh se dit avec son staff, nous, on va réussir à la faire tourner. Les Khalil Mack, les Joey Bosa, alors bien sûr, s'il reste toujours en bonne forme, Joey Bosa, c'est toujours un peu le problème de ses blessures, les Derwin James Jr. Et puis, tout ça, on va réussir à le faire tourner. Et puis, lui, il est préférable de se libérer de ces 2 joueurs en attaque et à la draft ou en faisant un dernier coup sur un free agent qui peut rester, même s'il reste plus grand-chose, réussir à monter une équipe. De toute façon, pour le moment, ça va être une année de transition, entre guillemets, parce que pour un coach qui arrive, mettre en place ses idées, le nouveau cahier de jeu, que tout ça prenne correctement, c'est assez compliqué pour que ça aille vite. Alors bien sûr, en NFL, on n'a pas de patience et on veut des résultats tout de suite. Mais enfin, avec John Harbaugh, il aura le crédit d'avoir la patience qu'il faut auprès du propriétaire pour pouvoir au moins avoir la réussite dans les années à venir. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça a été pensé, a priori, hein, de ce qu'on voit. Et puis après, il faudra voir si cette classe de receveurs sera suffisamment profonde à la draft pour satisfaire les Chargers au moment des choix. Ce sera tout l'enjeu, enfin l'un des enjeux, parce qu'il y en aura beaucoup, hein, dans cette draft, qui s'annonce pour les Chargers, qui ont donc décidé de tourner on va pas dire de changer le chapitre, mais ils ont au moins tourné un peu la page. C'est déjà ça de fait. Alors, en parlant de tourner la page, les Steelers de Pittsburgh ont eux aussi décidé de faire quelques changements, encore, oserais-je dire, puisque les Steelers de Pittsburgh font des changements à peu près tous les 2 jours. C'est Kenny Pickett cette fois qui s'en va. Il s'en va vers les Eagles de Philadelphie. Alors, un trade, si je dis pas de bêtises, je vais reprendre l'article que j'ai moi-même écrit. Donc les Eagles, parce que je me rappelle plus de la compensation, alors je vais pas dire de bêtises. Donc les Eagles envoient un 3e tour de draft 2024 et 2 7e tours 2025 contre Pickett et un 4e tour en 2024. Voilà pour le truc. Alors on a appris que les Saints avaient, on a appris ça cette nuit, que les Saints avaient aussi fait une offre pour Kenny Pickett contre un 5e tour de draft apparemment. C'est bon. Finalement, ils se contenteront de Peter Mann comme backup. On en parlera peut-être un jour ou sans doute même jamais. Mais c'est pas très grave. En tout cas, restons sur Kenny Pickett. Est-ce que pour toi, Seb, ça te semble un move logique? Ça te semble une bonne nouvelle pour Kenny Pickett et pour les Eagles de Philadelphie? Question épineuse. Est-ce que c'est un move logique? Alors, il semblerait que notre ami Kenny Pickett, il est très très mal vécu. Il était chafouin. Il était chonchon. Ouais, voilà, on peut dire, il était chonchon. Qu'ils aient embauché Russell Wilson. Quoi, vous me faites plus confiance après la saison que je viens de vous faire à 2070 yards, 6 touchdowns et 4 interceptions. Voilà, c'est une honte, etc. À la rigueur, être benché pour Mason Rudolph, passe encore. Mais qu'on préfère Russell Wilson. Par Russell Wilson, j'ai ma fierté, messieurs. On va le monde.
Enfin, soyons sérieux. Nouvel monde. Donc, trêve de plaisanterie. Toujours est-il que là, je pense que à la lumière de ces événements, la situation n'aurait pas été vivable dans le vestiaire. Il est envoyé à Philadelphie pour être le backup de Justin Fields. Ne nous faisons pas... de Jalen Hurts. De Jalen Hurts, pardon, de Justin Fields, excusez-moi. Je prends de Jalen Hurts. J'ai pris de l'avance. J'ai pris de l'avance. Ouais. J'ai pris de l'avance et puis je vieillis. Je sais plus trop ce que je dis. Hein, vous savez, l'âge, tout ça. Vous verrez ça quand vous serez plus vieux. Alors, il semblerait que le GM Howie Roseman avait à l'œil Kenny Pickett, le GM de Philadelphie, depuis 2021, depuis ses années de college. Donc, a priori, du côté de Philadelphie, on pense que c'est un bon fit. Il se retrouve avec un backup qui a quand même un petit peu de métier, qui a pas forcément la réputation d'être le quarterback le plus brillant de la ligue. Une fois de plus, je dis ça sans vouloir lui faire insulte. C'est toujours rassurant pour un club d'avoir un petit peu de profondeur sur le poste de quarterback, sachant que il est impossible d'avoir en remplaçant quelqu'un qui a l'étoffe d'un titulaire. Un vrai starting QB, c'est tellement rare qu'en général, quand tu as ce statut-là, tu trouves un poste de starter. Ce qui est marrant, juste à parté quand tu dis ça, je m'excuse Seb, mais c'est juste pour la boutade, c'est que justement, du côté de Pittsburgh, on en est pratiquement à deux QB starters qui sont l'un derrière l'autre et on a mis la préférence sur un. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que les circonstances sont plus que, voilà. Vous avez envie d'avancer dans mon programme plus vite que tu vas trop vite, Bertrand Ducal. Je me retiens de ne pas aller sur le sujet depuis tout à l'heure, moi. Mais oui, mais c'est juste pour rebondir là-dessus. On aura le temps de le développer après, c'est ça qui est bien. Bah oui. Il met la charrue avant les bœufs. Il est pressé pour labourer ce soir, c'est pas possible. C'est dingue. Pressé pour labourer, oui. Oui, en un seul mot. Tiens, parlons-en. Parlons-en de Justin Fields. Non. Si tu veux parler de Justin Fields, on va parler de Justin Fields. Justement, moi, j'attendais la fin. Vas-y, parle de... quelque chose à te dire par rapport à... Tu lui as coupé le sifflet. Voilà, tu veux parler de Justin Fields, parle de Justin Fields, fais-toi plaisir. T'as quelque chose à ajouter sur Kenny Pickett? Je rajoutais juste que par rapport à Kenny Pickett, ce move, il est un peu gagnant pour lui quand même, pour la simple et bonne raison que, de toute façon, il était devenu là dans l'esprit des Steelers qu'il ne réussirait pas à s'imposer, on va dire, parce qu'il à chaque fois qu'il rentrait sur le terrain, on disait allez, c'est un haut choix de draft, il va faire quelque chose, voilà. Et puis au final maintenant, les Eagles partent dans l'inconnu. Il n'aura pas la pression d'être titulaire tout de suite. Jalen Hurts, voilà. Et si Jalen Hurts de son côté devait se blesser pour X raison, et on n'espère pas pour lui, il serait peut-être lancé dans un nouveau environnement. Voilà. Donc c'est à double tranchant. Soit effectivement il arrivera à s'imposer à un moment donné par les faits de jeu et les blessures, etc. Ou soit il fera comme la multitude de quarterbacks qui finissent backup tout au long de leur vie, à pas écumer les différentes franchises. Brian Hoyer, le fameux Brian Hoyer. Voilà, Brian Hoyer 2.0. C'est triste. C'est triste pour Kenny. Pauvre Kenny. Justin Fields. Voilà, Justin Fields, lui aussi, du coup, parce que les Steelers étaient dépourvus au poste de quarterback. Ils se sont dit, mince, on n'a plus que Russell Wilson. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va aller chercher un autre quarterback parce que ça va pas cette affaire. On va aller chercher Justin Fields. Tiens, alors on savait que Justin Fields était plus ou moins sur des, on va pas dire un siège éjectable, mais était dans une zone un peu mouvante depuis que les Bears avaient le premier choix à la draft. Il est finalement parti contre un 6e tour de draft qui pourrait devenir, alors c'est un 6e tour de 2025, qui pourrait devenir un 4e si jamais Justin Fields jouait 51% ou plus des snaps offensifs des Steelers lors de la saison 2024. Justin Fields devient donc backup, mon cher Bertrand. Est-ce que ça te semble bien, ou est-ce que tu penses qu'il aurait pu trouver un poste de titulaire, je veux dire n'importe quoi, par exemple chez les Raiders ou chez les Patriots? Est-ce que ça me semble bien? Ça me semble pour lui peut-être la moins mauvaise solution au final, parce que de toute manière, on lui a sûrement vanté les mérites du fait que
Russell Wilson ne serait là que pour 1 an et que juste derrière, il aurait sa chance pour pouvoir s'imposer. Puisque de toute façon, à 35 ans, Russell Wilson ne sera sûrement pas l'avenir de la franchise. Maintenant, tu sais, il y a des QB de 35 ans, j'en ai connu cette saison, qui signent des contrats de 4 ans et 180 millions de dollars. Oui, bien sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que la NFL va tellement vite qu'à un moment donné, sous l'effet, l'excitation de la réussite, voilà, les Steelers seraient capables de craquer le chèque pour lui. Maintenant, est-ce que c'est dans la culture, dans la tradition des Steelers de craquer le chèque rapidement sur un effet d'optimisme? Moi, je pense pas. En soi, je pense qu'ils ont fait un style, ils ont braqué la ligue avec ces style chez les Steelers. Voilà, sans prendre trop de risques, sur une année pour Russell Wilson, avec un backup de qualité s'il devait se blesser ou s'il s'en va après 1 an. Le temps pour le joueur, du côté de Justin Fields, d'un nouvel environnement aussi. Peut-être que ça lui fera du bien de passer à autre chose. De toute manière, les Bears avaient l'intention, avec leur position à la draft, sûrement, de partir sur un autre projet avec Caleb Williams. Hein, c'est ce qui se dit et c'est ce qui est dans les tuyaux de ce côté-là. Donc voilà, je pense que c'est gagnant pour tout le monde pour le moment. Parce qu'évidemment, si les choses devaient mal tourner et qu'il devait passer ces 2 années, on va dire, au pire 1 année, mais vraiment une deuxième, parce que pour X raison, Russell Wilson continue, que ça continue parce que Russell Wilson réussit, à ce moment-là, pauvre Justin Fields, il fout en l'air sa carrière, on va pas se mentir. Il fallait faire un choix. Il est dans une équipe de tradition qui réussit quand même, malgré tout, avec un coach qui rend toujours des bilans, malgré tout, positifs à la fin. Est-ce que Russell Wilson va faire craquer le bilan positif de Mike Tomlin? Ça, c'est la bonne question, on va voir. Alors on parlera, on a dans les projets un podcast spécial sur les Steelers de Pittsburgh, donc on approfondira la problématique de la franchise probablement la semaine prochaine, mais c'est quand même un coup qu'ont fait les Steelers. Ils ont quand même 2 quarterbacks, Russell Wilson et Justin Fields, à 4 millions. Pour 4 millions, c'est quand même, oui mon Seb. Alors, je vais reprendre Je suis globalement d'accord avec vous, messieurs. J'ai rien dit, moi, tu peux être d'accord avec moi, je vais frapper un chiffre. Non, mais voilà, ils ont fait une bonne affaire avec ces 2 QB qui leur coûtent, n'ayons pas peur des mots, que dalle. 2 Bounty et un Twix. Voilà, 2 Bounty, un Twix, 20 € et un paquet de Pépito, comme ça on a cité 3 marques. Il y a encore 20 €. On va ajouter que le paquet de Pépito. Je suis d'accord avec Bertrand également sur le fait que pour Justin Fields, c'est sans doute un environnement idéal parce que Russell Wilson n'a signé que pour 1 an, que même s'il était prolongé, il ne sera pas là 107 ans. Lui, à Fields, ça va lui retirer un petit peu de pression et il va peut-être pouvoir s'aguerrir, se émûrir un peu sur ce banc avant de retrouver un poste de titulaire à Pittsburgh ou ailleurs. Mais le nouveau coordinateur offensif de Pittsburgh, c'est Arthur Smith. Et je vais sans doute répéter ce que j'ai dit lors du podcast sur la Free Agency, mais Arthur Smith, qu'est-ce qu'il aime? Arthur Smith, il aime les play action, il aime les courses lourdes, et il aime les quarterbacks qui restent dans leur poche pour attaquer le milieu du terrain. J'avais déjà dit que Russell Wilson, c'était pas forcément ce profil de joueur, hein, il aime beaucoup travailler à l'extérieur de la poche, mais Justin Fields, mais on s'en éloigne encore plus. Et moi, je me pose du coup, ou alors, Arthur Smith renie ses principes et il part sur complètement autre chose en plan de jeu, mais curieusement et connaissant le bonhomme, je crois pas que ce soit la politique de la maison. Je suis très intrigué par ce double choix de quarterback en sachant ça, vraiment. Je demande à voir. Et donc, du coup, ce qui nous lance parfaitement pour notre podcast de la semaine prochaine sur les Steelers, vous aurez la réponse de spécialistes des Steelers de Pittsburgh qui viendront avec nous dans le podcast pour parler de tout ça. Et Seb pourra poser cette question sur Arthur Smith. Je te la laisse la semaine prochaine. C'est toi qui la poseras. C'est le moment. Je me ferai un plaisir. Je veux entendre l'avis d'un fan des Steelers et de quelqu'un qui a vraiment le nez sur cette franchise beaucoup plus que je ne l'ai. Parce que là, je suis vraiment. Seb va lancer sa saison la semaine prochaine, je l'annonce tout de suite. Tel les Bengals, il va le faire. Tu peux le faire. Alors, dernière question sur Justin Fields et Kenny Pickett. Est-ce qu'on n'a pas quand même, Seb, une
une sorte d'aveu d'impuissance, parce que c'est quand même 2 quarterbacks starters qui finissent backup. Alors, pour Kenny Pickett, on peut se dire que derrière Jalen Hurts, ça pourrait durer quand même un moment, son statut de backup. Pour Justin Fields, vous l'avez rappelé, Russell Wilson n'a signé qu'une seule année, mais, il a été dit aussi par les Steelers que le projet était éventuellement de lui faire une offre pluriannuelle à la fin de la saison 2024. Si jamais c'est fait, est-ce qu'ils vont se débarrasser de Justin Fields ou est-ce qu'ils le gardent comme backup? Dans ce cas-là, ça fait quand même 2 QB starters qui deviennent backup pour une certaine période. Et puis Justin Fields, on va pas avoir un souci d'option sur sa 5e saison qui va se profiler également? Si. Une bêtise. Non, Donc, si. Ouais, donc il va y avoir cette problématique-là. Alors après, l'extension sur plusieurs années de Russell Wilson, on va déjà voir ce qui se passe pendant la saison 2024, parce que s'il nous refait une Broncos 2022, je suis pas sûr que les Steelers aient envie d'ouvrir le portefeuille. Donc voilà, les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient. Néanmoins, si la question c'est est-ce que ces joueurs peuvent rebondir là où ils sont actuellement, j'aurais plus tendance à répondre oui pour Justin Fields, même avec beaucoup de réserves, que pour Kenny Pickett, qui, je pense effectivement, se prépare une belle carrière de backup en NFL pour les 5-10 ans à venir. Mais après tout, c'est tout le mal que je lui souhaite, qu'il ait du boulot pour les 10 ans qui viennent. Mais au vu du contexte, sérieusement, qui peut croire que Kenny Pickett vient à Philadelphie pour être mis en concurrence avec Jalen Hurts? Soyons sérieux 2 secondes. Si cette hypothèse devait s'énoncer, ça pourrait peut-être presque être vrai à Pittsburgh, mais je pense pas que ce soit le cas. Néanmoins, je pense qu'il y a plus de place pour Fields pour rebondir à Pittsburgh qu'il y en a à Pickett pour rebondir à Philadelphie. Mais quand on y pense, juste une petite aparté, mais quand on y pense vraiment, est-ce que les backup quarterbacks sont pas foncièrement les plus malheureux au final, au niveau salaire, je parle, attention, je parle pas au niveau projet sportif et titre, parce qu'en règle générale, c'est ça. Mais quand on pense que tu es sur le banc, tu es quand même payé en millions de dollars, globalement, tu rentres quand, et si ça se passe bien, tu rentres jamais. Enfin, sincèrement, à un moment donné, c'est quand même des postes qui seront pas trop dégueulasses si tu gères bien ta carrière et tu gères bien l'argent, on va pas se mentir. Après, le projet sportif, comme je dis, et être gagné Super Bowl, parce que ça reste des compétiteurs et voilà, effectivement, il est pas souvent là. Mais au final, non, c'est un projet de carrière. C'est jamais horrible en soi pour certains joueurs. C'est une bonne situation, ça, quarterback backup. Je sais pas s'il y a de bonne ou de mauvaise situation. Voilà, allez, une référence en plus. Ça fera une de plus pour le podcast. Non, je suis assez d'accord avec Bertrand. C'est vrai que c'est un projet professionnel. Alors pour un athlète, bien sûr, attention, mais pas forcément un projet sportif, effectivement, parce que pour un quarterback backup, j'ai même envie de dire presque que le gros du travail n'est pas le jour des matchs. C'est entre les matchs, c'est aux entraînements, c'est aux sessions de vidéo, c'est aux sessions de prépa physique, etc. Il se doit d'être aussi assidu que les autres. C'est une autre façon, je pense, d'envisager son métier d'athlète professionnel. Il faudrait quand même qu'on se penche un moment aussi, on va pas le faire aujourd'hui parce que le temps va nous manquer, mais qu'on se penche un petit peu sur la QV 2021 de la draft NFL au niveau des quarterbacks, parce qu'on a quand même donc Trevor Lawrence choisi en 1, Zach Wilson en 2 qui s'apprête, qui est déjà backup à New York, mais qui s'apprête même possiblement à être tradé, voire à être coupé. Trey Lance, qui est parti, on connaît l'histoire. On a Justin Fields qui devient donc backup de Russell Wilson. On a Matt Jones qui est devenu backup de Trevor Lawrence. Bref, c'est pas fifou, comme tu dirais, mon Seb. C'est pas fifou, et pourtant c'était une QV qui charriait beaucoup d'espoir avec elle. Il y en avait plusieurs qu'on voyait être la relève. Il y a même quelqu'un, on a cru que c'était le nouveau Tom Brady, c'est vous dire, surtout à Boston. Et au final, sur les noms que tu nous as cités, à l'orée de la saison 2024, il y a 15 starters indiscutables. Ouais. Et sur les autres que tu as cités,
J'en vois aucun, sauf concours de circonstances, j'en vois pas un prendre le job lors des camps d'entraînement. Donc, ça Je me pense que paraît. c'est même pas le projet pour les Oui, clubs non. qui sont recrutés. Parce que c'est pas notre projet. Voilà, C'est pas notre projet. Non, c'est pas celui-là. C'est vrai Oui, moyenne, vas-y, excuse-moi pour terminer, en moyenne, on voit que des joueurs qui émergent à 8 millions, 7 millions 7 à l'année. Hein. Je prends là les Jacoby Brissett, Mitchell Trubisky. Voilà, je prends une situation avant qu'ils changent de club ou autre. Enfin, ce que je veux dire, ils prennent 4 millions à l'année. Bon, si c'est comme nous chez TF1. Hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est loin. une broutille, quoi, hein, on va dire. Hein. Brian Hoyer, il a encore pris 2 millions chez les Raiders. Hein. Il a fait ça sur 32 franchises. Bon, effectivement. Hein. Mon backup au poste d'animateur, Yaya, il a le contrat de Daniel Jones. Donc bon, faut pas se leurrer non plus. Hein, ça rince, derrière. Je sais que vous êtes jaloux, vous n'avez pas la réussite dans ce pays. Oh là là. Puis après, j'ai plus le nom, mais il y a deux, trois quarterbacks qui ont fait sauter les banques un peu partout dans certaines franchises au final et qui ont fini mieux que certains quarterbacks qui ont gagné le Super Bowl et qui étaient titulaires. Ils ont de bons agents, qu'est-ce que tu veux que je te dise Exactement. Voilà. Après, Kirk Cousins a un très très bon agent, a priori. Hein. C'est un peu passé. On n'est pas tout à fait sur la même configuration. On va peut-être pas comparer Kirk Cousins et Zach Wilson, si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Kirk Cousins, ça a fait 3 franchises différentes. Ça a toujours été bien managé pour faire sauter la banque. Alors après, d'accord, il est chez les Falcons, mais quand même, on va pas être insultant avec lui. Quoi. Voilà. Il a du talent. Il a un autre palmarès, en tout cas, entre guillemets. You like that? You like that? You like that? Mais au final, voilà. Il y en a qui s'en sortent très bien, blessés en restant sur le banc. Ça, c'est clair. Non, c'est certain. Alors, en parlant de se blesser, la transition est presque parfaite, puisque nous allons parler de Chase Young maintenant. Chase Young qui arrive donc chez les Saints de la Nouvelle-Orléans, un contrat d'1 an pour 13 millions de dollars. Chase Young, c'était un talent qui était décrit comme possible talent générationnel au niveau de la défense. 2e choix de la draft. Le rookie défensif de l'année en 2020 et qui s'est perdu notamment dans ses blessures. Il avait été tradé chez Seb au San Francisco 49ers cette saison, il n'a pas été retenu. Il arrive donc chez les Saints de la Nouvelle-Orléans. Est-ce que Bertrand, ça te semble un bon fit pour que Chase Young puisse relancer sa carrière à 24 ans? Un bon fit. En soi, oui, on va pas se mentir, c'est encore une opportunité qui lui est donnée. La franchise prend pas trop de risques en soi sur une année. Elle a la possibilité, voilà, de se donner la liberté d'un moment donné de dire stop à ce joueur. Maintenant, ce qui est plus dommageable en soi, c'est pour lui le joueur en lui-même. C'est pas la carrière dont on attendait de la part de Chase Young. Les blessures ont eu raison de lui. Il a eu une grande chance avec les San Francisco 49ers, je vais mettre les San Francisco imposteurs 49ers, pardon, excuse-moi, de pouvoir aller chercher le titre cette année. Après, bon, ça s'est pas déroulé, ça se joue sur un match, donc effectivement, voilà, il y a des circonstances qui font que. Mais comme beaucoup de franchises, ils ont été chercher le joueur qui peut faire la différence, un athlète physique incroyable. Mais voilà, sur une durée d'une carrière qui se joue sur une dizaine d'années, si on prend le cas comme Aaron Donald, j'ai bien l'impression que Chase Young va avoir beaucoup de mal à pouvoir s'imposer durablement, à enchaîner les saisons, à faire au minimum 15 matchs sans que les blessures ou tout du moins tous les pépins physiques ne viennent l'embêter et l'empêchent d'avancer. Pour le coup, chez les Saints, c'est un bon fit à l'heure actuelle. Ils avaient besoin aussi d'un joueur qui apporte encore un poids défensif, s'il est sur le terrain, évidemment. Et puis les Saints ne prennent pas trop de risques sur une année pour au moins la suite. De toute façon, ils ne peuvent pas beaucoup en prendre parce que le cap space, c'est difficile tous les ans chez les Saints. Maintenant, c'est devenu un jeu tous les euros. Qui va restructurer son contrat toutes les saisons? On a chez les Saints cette signature de Chase Young. Et petite info qui nous est parue ce mardi, on a appris que Chase Young était blessé, qu'il allait être donc opéré au niveau du cou pendant cette intersaison. Il ne sera pas là pendant les camps d'entraînement de la Nouvelle-Orléans. D'après
le programme, il devrait être quand même disponible pour la Week 1 de la saison régulière, possiblement même pour les matchs de pré-saison. Cette information médicale, évidemment, la franchise était au courant avant de signer Chase Young. Nous, on l'a appris après la signature, mais les Saints l'ont signé en connaissance de cause. C'est une blessure qui se rajoute aux blessures qu'il a déjà connues, Seb. Est-ce que, alors c'est handicapant, oui, forcément, mais est-ce que quelque part, c'est pas presque déjà la saison de la dernière chance pour Chase Young? C'est vrai qu'en termes de blessures, le palmarès de Chase Young, il est déjà malheureusement pour lui un petit peu fourni. Les croisés dès sa 2e saison, seulement 3 matchs joués lors de sa 3e saison, justement, à cause de cette blessure. Il semblait rebondir en 2023 avec Washington, puisqu'en 7 matchs, il réalise 15 plaquages et je crois 9 sacs avant de se faire trader à San Francisco. Il arrive à la Nouvelle-Orléans, certes avec un contrat court pour 13 millions, donc le risque ne semble pas si élevé que ça, mais il y a tout de même, moi, le point qui me gêne, c'est cette blessure. Chase Young, il doit passer sur le billard pour cette blessure au cou. Alors certes, comme tu l'as précisé, le club le savait. Je pense que, en fait, c'est toujours ça dans le monde professionnel, quel que soit le domaine. Quand tu prends un risque, l'essentiel, c'est de le savoir. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle un risque calculé. Je ne doute pas que les Saints ont calculé précisément ce risque. Est-ce que pour Chase Young, c'est la saison de la dernière chance? C'est fort possible, parce que si ça marchait pas très bien pour lui, et pas seulement physiquement, hein, j'entends, mais sur le plan des performances et de la statistique, moi j'ai peur qu'il commence une carrière à la Jadeveon Clowney, c'est-à-dire un defensive tackle prometteur qui va se retrouver à aller de franchise en franchise comme ça pendant des années, et avec là, dans le cas de Clowney, toujours une incertitude sur son avenir professionnel, puisqu'au moment où on parle, et tu me le rappelais hors antenne, Flav, quand on discutait de ça, qui n'a toujours pas trouvé de club. J'ai peur que ce soit l'avenir vers lequel Chase Young se dirige, à moins vraiment qu'il y ait un très très gros rebond la saison à venir. Oh bah souhaitons qu'il y ait un très très gros rebond, ça pourrait servir la franchise, ce sera déjà pas mal. Enfin, je dis ça de manière totalement désintéressée, il va bien s'en dire. En parlant de rebondir, le dernier sujet, la dernière personne dont on va parler aujourd'hui, c'est quelqu'un que Bertrand connaît bien. Alors lui, il n'est pas encore parti chez les Eagles, c'est Odell Beckham Jr. OBJ qui a donc fait ses adieux à Baltimore. Il a dit au revoir Baltimore. Alors c'était pas officiel, hein, c'est dans un message sur Instagram. Il a dit, vous savez, le message classique du c'est merci à toute la ville, merci à mes coéquipiers. Bon, on a très bien compris qu'il serait pas signé par les Ravens. Il a dit adieu à Baltimore. Oui, mais voilà, mon cher Bertrand, va-t-il signer ailleurs? Et si oui, où? Eh ben là, c'est la boule de cristal, c'est un peu Madame Irma. Il y avait les Jets dans la balance, mais Mike Williams a signé. Alors, bon. Oui, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, quels sont là, avant de continuer sur Odell Beckham Jr., si on prend grosso modo les noms qui restent, il y a un certain nombre de profils de joueurs qui revient, qui sont les joueurs qui commencent à avoir un certain âge, malheureusement. Hein, les Stephen Gilmore, les Jadeveon Clowney, Trent Brown, donc, qui a signé par contre, hein, Oui. donc je ne vais pas le compter dedans. Il est chez Bengals, il va lancer sa saison bientôt. Ouais, voilà, c'est sa saison. Donc, Odell Beckham Jr. Bon, voilà, on commence Steven Nelson, le cornerback, voilà, qui également n'a pas signé. Donc voilà, ça commence à être les joueurs âgés, et au final, c'est toujours l'incertitude de savoir où quelle franchise va avoir le projet de prendre un joueur trentenaire. Et ces franchises-là, c'est en fait, en règle générale, des franchises qui jouent les places de play-off ou le titre qui les intègre à ce moment-là, parce que on recherche un contrat court, un joueur d'expérience, et qui va avoir un impact et un apport peut-être en secondary, en sortant de banc immédiatement. Donc dans les projets de reconstruction, en règle générale, ils ont rarement leur place. Donc voilà, il y a 32 franchises. La fenêtre de tir, ça me nuise petit à petit pour OBJ aussi. N'oublions pas aussi qu'il a aussi ce passif
de joueurs fantasques, même si c'est beaucoup calmé. Je vais dire que voilà, la seule franchise qui pourrait se dire bah tiens, je l'intègre à mon équipe, c'est la franchise qui veut faire aussi un coup marketing, parce que globalement, n'oublions pas que la NFL c'est un business et que la vente de maillots, ça a aussi son importance. Donc voilà, OBJ fera toujours vendre des maillots, qu'il aille dans n'importe quelle franchise. Voilà. Après, si j'en vois une qui s'y est bien et qui non seulement serait un pied de nez à la franchise des Giants et à toute la NFC Est, aussi, qui correspond bien à son propriétaire qui est aussi fantasque, qui est entre l'empereur dans Star Wars. Je le vois venir, je le vois venir. Je sais pas pourquoi je sens que ça va parler d'une étoile. Voilà, qui est dans une franchise qui veut faire du all-in, même si son quarterback Dak Prescott a émis certains doutes par rapport à ce all-in, qui s'est séparé de Michael Gallup récemment. Pourquoi pas OBJ à Dallas? Maintenant, c'est certain que Tiki Barber aura vite fait de dire que le joueur est mort aux yeux de la franchise de New York, un peu comme Saquon Barkley quand il est parti chez les Eagles. Alors, pour tout te dire, j'ai devant les yeux, parce que j'ai cherché juste avant le podcast, les cotes de nos amis bookmakers sur le site betmaryland.com. Voilà. Alors, ne cherchez pas à parier sur ce site depuis la France, c'est illégal. Mais n'empêche que j'ai les cotes de la prochaine franchise d'Odell Beckham Jr. Il y a les Cowboys, ils sont 5e chez les bookmakers. Juste avant, il y a les Rams de Los Angeles. Il y a les Steelers de Pittsburgh, il y a les Jets de New York. Et il y a, en favori, mon cher Seb, les Chiefs de Kansas City. Parce qu'on a quand même, chez les Chiefs, toujours ce problème de receveur. Il y a eu Marquise Brown qui a été recruté. Mais est-ce que vraiment... Très bon recrutement, d'ailleurs. Ah, pardon ? Très bon recrutement, d'ailleurs. Oui, très bon recrutement, mais est-ce que ça suffit pour autant à la franchise des Chiefs ? C'est pas forcément évident. OBJ chez les Chiefs, t'y crois, toi ? Ça pourrait faire un numéro 3 sérieux, puisque chez les Chiefs, a priori, le numéro 1, c'est Rashee Rice qui est appelé à l'être. Ils ont c'est Justin Jefferson, t'imagines ? Justin Jefferson. Mon Dieu. Voilà, donc on a Marquise Brown qui fera un bon numéro 2-3, Justin Watson qui peut faire un bon numéro 2. Pourquoi pas ? Moi, c'était pareil, j'ai fait une petite prospective là-dessus. Moi, Kansas City, ça me paraissait un des choix sensés, mais à mon avis, il y en aurait d'autres. Alors, on parlait des Jets, mais effectivement, ils ont signé Mike Williams, donc pas sûr qu'il y ait de la place pour un Odell Beckham Jr. pour compléter Garrett Wilson. Pourquoi pas les Chargers ? Parce qu'ils vont avoir besoin de main, hein maintenant qu'il n'y a plus Keenan Allen et Mike Williams. Pourquoi pas les Bills ? Gabriel Davis est parti. Stephen Diggs et Josh Allen, ils vont avoir besoin de quelqu'un. Pourquoi pas les Patriots ? S'ils prennent un quarterback au premier tour, un receveur vétéran, ce sera peut-être pas trop dans cette franchise qui est en reconstruction. Attends, laisse-moi lancer un pavé dans la mare. Pourquoi pas les Giants, Bertrand ? Pourquoi pas les Giants ? T'as vu comment je la patte ? Parce que oui, tu veux me faire rêver. Mais globalement, je pense que la page est tournée, que le board des Giants est passé à autre chose et qu'au final, on ne sait pas trop où les Giants vont aussi dans leur projet. On en a déjà parlé, je ne vais pas me réétendre dessus. Mais laissons essayer la franchise de se remettre à un équilibre de bons choix par rapport à des joueurs. Alors, n'allons pas mettre un Trubillon qui s'est calmé, mais malgré tout, qui reste un joueur qui attire les médias. Et Dieu sait qu'à New York, on ne me contredira pas, les relations médias-joueurs sont assez compliquées. Elles le seront encore cette année sans avoir besoin d'avoir un Odell Beckham dans les pattes qui fera remonter toute cette masse man journalistique pour faire du papier. Donc, évitons budget. Et je dirais que, je reviens sur mes Cowboys, mais quel pied de nez ça serait de sa part, non seulement d'y aller, mais éventuellement même de réussir, pour le coup. Ah oui, là c'est. T'imagines si c'est OBJ qui donne le titre aux Cowboys ? Les fans des Giants, ils sont en PLS. Tu vois. Il manquerait plus que Saquon Barkley les ait virés des playoffs avant, tu vois. Et puis alors là, c'était.
On l'a vu dans un beau alors bien sûr c'était un projet avec Sean McVay qui manage bien ses équipes. On l'a vu avec l'année passée avec les jeunes et qu'il a réussi à avoir un bon équilibre d'équipe. Mais là tu imagines avec les Rams il a gagné un titre alors qu'il s'était fait les 2 croisés, qu'on donnait pas cher de sa carrière. Voilà, après rien n'est impossible en NFL, donc quelle incroyable story ça serait. Encore un reportage, un documentaire qui serait fait sur OBJ et sa réussite chez les Cowboys de Dallas. Et ça me fait une passe décisive parfaite vers le dernier point que je souhaitais aborder, qui n'était pas dans le programme qui vous a été envoyé, mais vous savez, je suis un homme plein de surprises. Un documentaire a donc été annoncé sur Netflix, la saison 2 de Quarterback qui s'appellera Receveur. C'est pas drôle, c'est comme ça. Qu'est-ce que non, mais les mecs, ils se sont cassés les nénettes. Hein, et puis, comment tu veux vendre ça Receveur, c'est la saison 2 de Quarterback. Bon, c'est un peu particulier, mais enfin, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est comme ça. Ils n'ont pas vendu ça du style, on n'a pas trouvé de candidat pour faire saison 2 de Quarterback. Alors on sait tous que c'est le cas, parce que ça fait quand même 4 articles que je m'occupe à rédiger sur le fait que je ne retrouve pas de quarterback pour faire la saison 2, donc on savait tous que... Mais eux, ils l'ont pas vendu comme ça. Voilà, Netflix ne l'a pas vendu comme ça, c'est tout. Moi j'attends la saison 3, je suis certain que ce sera Punter. Long Snapper a proposé Mathieu Gumbel. Moi, je prends l'idée de Mathieu de faire des long snappers. Je pense que c'est une bonne idée. Après, moi, Punter, je vote pour. Hein, voir Tucker pendant toute une saison sur Netflix, moi, ça me transporte. Et Greg Zuerlein, t'imagines, Greg Zoleg et Kero Santos. Bref, ça va être fantastique. Will Lutz et tant d'autres. Sinon, pour en revenir à cette série Netflix, ça te hype, toi, mon Seb, ou t'en as absolument rien à faire? Alors, écoutez, déjà, ça parlait des receveurs. Donc, ah oui, alors receveur, ça parle des receveurs. Mais en plus, messieurs, je suis désolé, on sait très bien quel va être l'avantage cette saison. C'est qu'il y aura Deebo Samuel et George Kittle. Voilà, il y a 2 49ers. Ça me va très bien qu'il continue comme ça. Brock Purdy dans la saison 2 de quarterback, hein, bien sûr. Et quand ils feront linebacker, on aura aussi des gens à leur envoyer. Hein. Voilà. Et s'ils font long snapper, vous avez quelle chance ensuite? En fait, vous avez toujours. Oui, je pense on va trouver ça. De toute façon, tous les shows sont toujours mieux quand il y a un 49er dedans. Voilà, non, après, il y en a 2. Blague à part, moi je suis très impatient de le voir, au moins pour George Kittle, parce que c'est quand même une sacrée personnalité. Et je pense qu'avec lui, ça va être drôle à voir. On va rigoler. Oui. On rappelle, l'occasion de rappeler le casting. Davante Adams, Justin Jefferson, Deebo Samuel, George Kittle et le dernier m'échappe. Qui est le 5e. Ah voilà, qui est le 5e. Voilà. Ça c'est comme les rois mages, il en manque toujours un. Écoute, je vais te dire ça. Mais vas-y, mon Bertrand, je vais le retrouver. Alors, oui, c'est vrai que si mon avis t'intéresse, là, bien sûr. Je viens de te le demander. J'en sais rien, on n'en sait rien. Il est chafouin. On dirait Kenny Pickett. C'est un truc de fou. Un truc de fou. En soi, moi, j'aime bien justement tout ce qui est attrait au fait que ce sport reprend plus de place sur une plateforme comme Netflix, où tout du moins, il y a beaucoup de choix et ça laisse aussi la possibilité à ceux qui ne connaissent pas ce sport de pouvoir s'en informer et de découvrir, et donc d'avoir de plus en plus de monde qui s'intéresse à ce sport. Donc pour moi, de toute façon, ce n'est que quelque chose d'intéressant. En plus, voir les coulisses de famille, de performance sportive, de préparation, c'est quelque chose qui quand même était très intéressant. Alors oui, on plaisante, on taquine sur le fait qu'il n'ait pas réussi à trouver suffisamment de participants à Quarterback 2. Bon, maintenant, oui, il y aura peut-être des dérivés sur tous les postes de la Ligue, mais au final, je pense que c'est un bon programme, et puis ça va permettre aussi aux jeunes de bien apprécier voilà, tous ces éléments. C'est un peu le Hard Knocks de chez Netflix, au final. Voilà, cet élément-là. Et le cinquième larron, c'est Amon-Ra St. Brown pour les Lions de Détroit. Alors on s'excuse d'avoir oublié Amon-Ra, mais évidemment, excellent joueur, Amon-Ra St. Brown. De toute façon, sont tous de formidables joueurs. Mais alors pourquoi si on a pris George Kittle, oui, c'est ce que j'allais dire, un tight end, oui. Pourquoi on n'a pas pris Travis Kelce?
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et puis à la limite, une série thématique sur les Titans, ce serait pas non plus. Ça, oui. Voilà. C'est tout le paradoxe. On appelle ça receveur, mais il y a un tight end dedans. Bon. Il y a un tight end dedans. Mais ils ont voulu l'appeler ligne offensive, mais ils ont contacté celle des Bengals et il n'y a personne qui a répondu. Elle n'était plus là, donc voilà. Ils auraient pu appeler celle des Giants, si elle ne serait pas non plus très répondu. Ça sonnait dans le vide. Mais non, voilà, très sérieusement, les 5 joueurs qui ont été sélectionnés, c'est tous le haut du panier de la NFL. Enfin voilà, on va pouvoir voir Justin Jefferson et des gens comme ça, Amon-Ra St. Brown, ça va être... si la qualité est du même niveau que pour quarterback, on va se régaler. Et en plus, on va avoir encore une fois, comme on avait eu chez quarterback, et ça, pour le coup, ils peuvent pas le savoir avant quand ils choisissent les joueurs, mais on a un panel aussi d'histoire dans l'histoire, si j'ose dire. On va avoir donc les Lions qui sont allés en playoff pour la première fois depuis très longtemps. On va avoir Justin Jefferson avec les Vikings qui a connu une saison où il y a eu vraiment des hauts, des bas, où finalement ils sont éliminés. On a eu la saison tout d'abord très décevante des Raiders avant que Davante Adams et les Raiders se retrouvent espoir en fin de saison avec leur nouveau coach. Et puis on a évidemment les 49ers qui vont jusqu'au Super Bowl. Donc on a vraiment un panel vraiment d'histoires différentes qui sera particulièrement intéressante à suivre. On n'a pas précisé la date où ce serait sorti sur la plateforme Netflix. Ce sera pendant l'été 2024. Pour l'instant, on n'a pas la date précise de sortie, mais ce sera courant de l'été 2024, comme il y avait eu pour quarterback, c'était courant de l'été 2023. Donc voilà, ça c'est tous les ans. Et on attend donc l'annonce de la saison 3. Et si vous voulez nous faire vos propositions, hein, on a fait un tweet sur quelle position voulez-vous voir. On transmettra à Netflix France. Peut-être qu'ils prendront en compte notre avis, on ne sait jamais. On peut toujours. De toute façon, Netflix a annoncé un nouveau documentaire également. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais. Non. Enfin, ils en font tellement. T'es pas encore au courant. Ça s'appellera Quid de l'avenir de Ryan Tannehill. Mais bon, je sais pas si ça sera aussi intéressant. Oui, mais bon, oui, je sais pas s'il y aura beaucoup de saisons. Hein. Oui, non plus. Ça, c'est un autre problème. Merci Seb, merci Bertrand pour cette soirée passée en votre compagnie. On se retrouve, nous, comme d'habitude, ce sera mardi pour le prochain podcast. Et en attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas d'aller lire tous les articles sur le site The Free Agent et sur l'application TFA. Portez-vous bien tout le monde. Salut. Bonne soirée. Ciao, bye.